je suis adepte du particularisme congolais, mais c'est quand même bien de se rappeler que lorsque les chefs d'État lancent à New York les OMD, en septembre 2000, ce pays est divisé. Ce pays n'a pas une administration unique. Il y a des mouvements rebelles qui occupent près de 45% du territoire national. C'est dans ce contexte-là que le Congo s'engage dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et en 2015, en tout cas si l'on se réfère à la dernière évaluation qui a été faite publiée en 2014, mais à partir des données de 2012, on peut dire qu'il y a des progrès qui ont été réalisés en matière de l'éducation. Le taux de scolarisation ont augmenté. Des progrès ont été réalisés en matière de mortalité infantile. Les taux de mortalité infantile ont baissé entre 2000 et 2010 et 2012. En matière de santé maternelle, le taux de mortalité maternelle a aussi été largement réduit par rapport aux chiffres très alarmants de 1995 ou encore aux chiffres de 2001. Et puis en matière de lutte contre le VIH-Sida, le taux de prévalence a quand même aussi été fortement réduit. Mais dans tous les cas, le Congo n'a pas été en mesure d'atteindre les cibles qui avaient été fixées pour pratiquement tous ces 7 objectifs du millénaire pour le développement. Et peut-être là aussi, il faut sans chercher à mettre toute la responsabilité sur les partenaires, mais au fond de cette problématique, il y a une reconnaissance que le monde dispose aujourd'hui de la technologie nécessaire, des capitaux nécessaires et des connaissances nécessaires pour éradiquer totalement la pauvreté et la faim et assurer l'éducation pour tous. C'est ça l'intention de base qui a animé les décideurs au plan mondial. Et la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, dont peut-être on parle de moins en moins aujourd'hui, était justement ce cadre qui devait assurer que les pays donateurs allaient jouer leur part pour que les pays où la pauvreté, la faim, le manque d'éducation, les problèmes de santé maternelle étaient prévalents, que ce pays donc allait réaliser sur 15 années les progrès nécessaires pour que l'on puisse assister à l'éradication de ces fléaux. Il est vrai, quand on fait la comptabilité au niveau global, que la pauvreté a reculé dans le monde. Elle a été presque réduite de moitié. Donc au niveau global, on peut dire que cet objectif a été atteint, mais c'est dans les pays africains particulièrement et dans d'autres régions du monde où la pauvreté n'a pas suffisamment reculé. Alors le Congo n'a pas bénéficié de l'aide au développement nécessaire pour permettre à ce pays de faire face à ces différentes obligations. Lorsque l'on examine tous les guichets de l'aide au développement, pour un pays sortant de conflit et qui a été amené à réaliser en même temps une multitude de réformes dans pratiquement tous les secteurs. Vous prenez sur le plan politique une nouvelle constitution, la décentralisation, réforme dans le domaine des finances publiques, réforme dans le domaine de l'armée, enfin, réforme du secteur sécuritaire, réforme du secteur judiciaire, sans oublier la réforme de l'administration publique, ainsi de suite. Ces réformes généralement n'ont pas obtenu les flux financiers adéquats pour réaliser de grands progrès.
Bien sûr qu'il faut reconnaître l'effacement de la dette en 2010 via le mécanisme, l'initiative plutôt des pays pauvres très endettés, ce qui a permis au pays, il faut le reconnaître, de disposer d'une certaine marge à partir de 2011-2012 et couplé avec la bonne tenue de cours des matières premières qui a permis donc au pays pendant 3-4 ans de jouir d'une certaine, on va dire, d'une certaine embellie, même si, il faut le reconnaître, cette embellie ne s'est pas nécessairement traduite dans une amélioration conséquente des conditions de vie de la population. Mais les investissements directs étrangers ont été au rendez-vous, il faut le dire. Depuis 2005-2006, c'est en moyenne 2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers dans le pays, malheureusement concentrés dans le secteur minier, la plus grande partie dans le secteur minier. Et le secteur minier, lui, n'a pas été au rendez-vous en termes de création d'emplois, il n'a pas été au rendez-vous en termes de revenus fiscaux pour permettre à l'État de faire face à ces différentes obligations. Maintenant, ça c'est le contexte global. Mais sur le terrain, entre les déclarations d'intention à New York, ça c'est d'une part. D'autre part, on assiste quand même dans le monde à une modification de la division internationale du travail. C'est peut-être ça qui met en exergue aujourd'hui la Chine, devenue à partir d'une certaine période l'industrie manufacturière du monde, là où tout le monde va produire les biens qui sont distribués à travers le monde. Cette frontière va certainement se déplacer dans les années à venir vers l'Inde, où elle se déplace déjà vers l'Inde, elle se déplacera peut-être aussi vers d'autres pays, et elle finira par se rapprocher de l'Afrique. Et c'est là que je vais finir. Je vois que Père est en train de me rappeler que mes 10 minutes vont s'épuiser. Parlons maintenant de l'économie congolaise. Quelles sont ses principales caractéristiques aujourd'hui? Elle est aujourd'hui essentiellement une économie informelle. Le taux d'informalisation, selon plusieurs études, que vous prenez les données sur le marché de l'emploi, que vous prenez les comptes nationaux, on peut dire qu'elle est informalisée à 80%. C'est une économie essentiellement informelle, une économie de revenus plutôt bas. C'est une économie qui souffre d'un phénomène de désindustrialisation qui a commencé vers la fin des années 70 et qui a atteint aujourd'hui des niveaux forts, des niveaux, il faut le dire, alarmants. Il suffit d'être au poste frontalier de Lufu ou d'être au poste frontalier de Kasumbalesa pour se rendre compte du fait que le Congo aujourd'hui n'est essentiellement un marché où l'on vient vendre les produits qui sont manufacturés ailleurs. Et la troisième caractéristique, selon moi, c'est une économie qui n'a pas modifié sa structure spatiale. Le père Léon de Saint-Moulin écrivait déjà dans les années, début des années 70, il réclamait déjà, et il n'a pas cessé de réclamer, ces couloirs routiers qui devraient tenir compte de la localisation des zones de peuplement. Nous sommes aujourd'hui une économie qui a même cessé de parler de la voie nationale. C'est même un terme qui a disparu. Je suis aujourd'hui directeur général de la SCTP, ex-Sonatra. Si vous allez au port de Kinshasa, vous allez trouver des dizaines de barges, des barges qui étaient destinées à transporter le cuivre. Et d'ailleurs, l'une des préoccupations au sein de la société aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons de ces barges? Parce qu'elles ne sont pas adaptées au transport d'autres produits. C'était des barges faites pour transporter le cuivre à partir de Ilebo jusqu'à Kinshasa et par le rail vers Matadi. Cette route nationale, cette voie nationale, qui était un choix stratégique depuis la période coloniale, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et les zones de peuplement principales du couloir de Banana, passant par le Kwilu, le Kasaï, et puis
sur le flanc est et puis les quelques zones au nord du fleuve entre l'ex-province orientale et l'ex-province de l'Équateur, ne sont pas réunifiées par des voies qui permettraient, des voies de transport qui permettraient de disposer d'un vrai marché national. Aujourd'hui, pour partir de Kinshasa au Katanga par route en 4-5 jours, le conseil que je vous donnerai, c'est de prendre la voiture pour aller à Rufou et d'emprunter les voies angolaises pour entrer au Katanga par Djilolo. Comme vous le savez, les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, il y en avait 8. Le 8e étant, comme actuellement le dernier toujours, celui qui porte sur le partenariat mondial. Donc c'est les 7 qui étaient les vrais objectifs du millénaire pour le développement pour les pays concernés, avec une vingtaine de cibles, plus de 40 indicateurs. Aujourd'hui, les ODD, il y en a 17, on est passé de 8 à 17, et avec 169 cibles, on est passé de 20 à 169, avec des centaines d'indicateurs. L'idée, avant de le faire, j'aimerais le rappeler, c'était que qu'est-ce qu'on fait après la fin des OMD? Il y avait 3 options possibles. Et les pays africains, au sein de l'Union africaine, au sein de la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et même l'ABAD, le Plan d'Afrique, se sont réunis plusieurs fois au niveau politique et technique. Les 3 options étaient: la première, continuer les OMD, leur donner plus de temps, parce qu'on n'avait pas, dans 15 ans, eu le temps, le professeur Mgogo le rappelle plus ou moins, le temps qui était donné au pays ne suffisait pas pour qu'ils mettent les OMD. On pouvait les corriger, mais on les continue sur une seconde période. Deuxième option, on les ajuste, on corrige les déficits, les faiblesses, on les élargit. On appelait cela l'option OMD+. Troisième option, on change carrément le paradigme de l'agenda international pour le développement. On repense, on recrée quelque chose d'autre. Compte tenu non pas seulement des faiblesses, mais de la nature intrinsèque des OMD tels qu'ils étaient conçus. Voilà les 3 options. L'option qui a été choisie, c'est celle de continuer les OMD dans l'agenda OMD+. Ça veut dire on corrige quelques faiblesses ou dépôts, on les élargit un peu et ce sera le nouvel agenda, mais qu'on ne va plus appeler OMD+, mais qu'on va appeler ODD. Donc on a élargi et on a augmenté les cibles, on a ce que j'appelle saupoudré de durabilité ou de durable ici et là, et c'est ça le nouveau plat qui a été cuisiné au niveau international et africain. C'est pour que nous comprenions déjà la nature de la chose. On n'a pas changé le paradigme du développement à la base, on a continué en élargissant le domaine d'application, donc en complexifiant la tâche pour les pays. Qu'est-ce que c'était les OMD dont la formule actuelle est un élargissement? Les OMD, c'était une tentative de réponse aux conséquences sociales du mode de fonctionnement et de la nature de la gouvernance du système en place. Il y en avait 8. 7 étaient les vrais, 8 étant le partenariat. Dans les 7, 6 s'occupaient des questions sociales. Je dis bien 6 sur 7 s'occupaient des questions sociales. En réalité, de résoudre les problèmes des conséquences sociales de la nature et du fonctionnement du système en place. On ne l'a pas mis en cause, on ne l'a pas questionné, on ne l'a pas changé. Et les OMD+, les ODD, ont continué dans la même direction sans forcément questionner le système ou chercher à positionner les pays autrement
le professeur Koko parlait de la division internationale du travail. Ça n'a pas été remis en cause. Pour qu'on comprenne comment le système actuel, dans son fonctionnement, dans sa nature, dans son mode de gouvernance, génère ce genre de conséquences pour nos pays, ça n'a pas été posé comme problème, ou ça n'a pas été accepté pour que ce soit posé comme problème, encore moins qu'on préconise des solutions à cette question-là. C'est ça qui s'est passé. Donc nous sommes, avec les ODD, l'agenda international 2030 est un agenda de continuation des OMD comme mécanisme international de réponse aux conséquences sociales de la nature, du fonctionnement et de la gouvernance du système en place. On ne l'a pas mis en cause. Cela présente déjà quelques limites et quelques défis. Je vais présenter ces défis en les sériant par nature. D'abord, on comprend qu'on n'est pas dans un processus de transformation des structures. Vous lisez les 17, de 1 à 17, il n'y a pas de transformation de structure. Il y a quelque chose à la marge qu'on peut espérer qu'avec une croissance qu'on veut maintenant inclusive, avec la proposition de durabilité saupoudrée ici et là, peut-être qu'il y aura, mais c'est beaucoup plus gérer la crise dans ses conséquences et non poser le problème de changer la nature du système pour qu'il ne génère plus ce genre de crise. Ça n'a pas été posé comme problème. Je les catégorise en 4, les défis, pour qu'on comprenne, pour la mise en œuvre au Congo. C'est difficile d'en attendre les transformations économiques et sociales que l'on veut pour le devenir. Le Congo, ce n'est pas seulement le Congo d'aujourd'hui qu'on gère, c'est le Congo de demain qu'il faut construire, et dont il faut avoir une vision, un mécanisme de mise en œuvre. Ça n'y est pas. Au niveau mondial, il y a des défis, les défis liés au mode d'insertion de la RDC dans les relations internationales. Ça, c'est lié au mécanisme ou au système de mondialisation. Il y a des problèmes du déséquilibre, la nature biaisée ou déséquilibrée du processus de mondialisation. Les défis de la compétitivité, les défis du rôle de l'État dans le système, l'inversion des valeurs, un certain nombre de défis liés pour l'Afrique à la mondialisation. Deuxième catégorie, les défis politiques de la mise en œuvre dans ce pays. On ne peut pas accepter un agenda international, même si, comme notre pays l'avait bien fait, de le contextualiser, de lui donner un contenu national et éventuellement de se définir des priorités. Le pays avait fait ceci. Il a sélectionné 38 cibles prioritaires sur les 105. Il a dit qu'il n'y a que ces 38 cibles qui sont prioritaires. On garde les 17 objectifs, mais on va peut-être garder les 17 cibles de l'objectif 17 et les cibles de mise en œuvre, mais pour nous, il n'y a que 38 qui sont prioritaires. Un bel exercice. Mais il faut que cela s'insère dans une vision nationale de son développement portée par un leadership. J'insiste sur ce point-là. Et la vision et le portage politique de cela qui va conduire la mise en œuvre. Sur ce plan-là, c'est un premier défi politique qui manque. Deuxième défi politique que nous avons, c'est que l'obligation de reddition, de rendre compte dans la mise en œuvre des ODD est faite comme c'était les OMD vis-à-vis de la communauté internationale. On fait des rapports annuels ou biannuels pour aller rendre compte là-bas. Quand il n'y a pas d'obligation vis-à-vis du peuple, il n'y a pas d'obligation vis-à-vis de la nation, ça veut dire que la tension devient sporadique. Quand on se prépare à aller à New York pour aller présenter le rapport. Ça, c'est un autre défi. Il n'y a pas de portage sociétal parce qu'il n'y a pas de reddition vis-à-vis de la nation. Troisième défi politique, c'est les déficits de gouvernance que nous connaissons dans le pays. Je ne vais pas m'étendre dessus, on pourra revenir là dans la discussion. Quatrième défi d'ordre politique, c'est les capacités politiques réelles d'engager le processus de transformation. On sait qu'elles sont faibles, ce n'est pas inexistant, on pourrait l'étendre. Troisième catégorie de défis, après les défis de la mondialisation, défis politiques, il y a des défis au niveau
technico-administratif. Que se passe-t-il exactement? Normalement, l'agenda doit être intégré dans les stratégies et les politiques nationales de développement. Ce n'est pas ce qui est effectif dans ce pays. Il y a eu une tentative l'année dernière, lors de la préparation du PNSD, de tenir compte des ODD. Mais vous savez, le PNSD, où il en est, l'intégration, je ne vais pas entrer dans la nature de cette intégration ou de cet effort qu'on a voulu faire l'année dernière. J'ai plus ou moins, j'étais lecteur dans la chose. Bon, c'est juste pour vous dire, ce processus-là est plus ou moins mort. La semaine dernière, notre ministre du Plan nous a déclaré qu'il y a un processus de reformulation du PNSD actuellement en cours qui a commencé la semaine dernière. Est-ce que les ODD sont vraiment intégrés et comment, à quel niveau, avec quelle responsabilité, pour qui? C'est des questions qui restent posées. Et quel est l'avenir réel de ce PNSD dans les conditions actuelles du pays? C'est des questions qu'on peut se poser. Dernière catégorie, et ça c'est au niveau technico-administratif, le ministère du Plan lui-même. C'est lui qui a la responsabilité de mise en œuvre du PNSD comme des ODD. Mais le ministère du Plan n'a pas d'autorité ni politique ni technique sur les autres ministères pour leur dire, vous devez intégrer et leur demander des comptes. Donc au niveau opérationnel, au niveau technique administratif, le mécanisme n'a pas une structure de cohérence, de coordination, encore moins d'exigence d'intégration ou de rendre compte sur ce qui se passe. Voilà au niveau de la troisième nature des défis, au niveau technico-administratif. Dernière catégorie, les défis financiers. La capacité de mobiliser les ressources, elle est faible, elle s'est affaiblie, mais aussi la capacité de gérer correctement ce qu'on a mobilisé. Il n'y a pas de guichet. Le partenariat, l'objectif 17 n'ouvre pas un guichet. Il n'y a pas de guichet financier pour aller trouver le financement de la mise en œuvre des ODD dans un pays, encore moins pour le Congo. Donc c'est chaque pays qui, dans le cadre de son intégration, sa capacité d'intégrer les ODD dans la stratégie ou les politiques nationales, peut aller faire valoir cela auprès des bailleurs, anciens ou nouveaux, les BRICS comme la République populaire de Chine ou d'autres mécanismes. Mais encore faut-il être crédible et que la sécurité de l'investissement étranger se présente et que cela puisse effectivement attirer les partenaires dans la mise en œuvre des ODD. Voilà pour les défis, il y a des opportunités. Deux grandes catégories d'opportunités, au niveau national et au niveau international. Au niveau international, c'est l'engagement, l'engouement lorsqu'on a mis en place les ODD. Il y a une déclaration d'intention, j'aime bien ce terme que Daniel disait, beaucoup de déclarations d'intention. Saisissons cette opportunité-là pour leur dire, mais vous êtes engagés, on peut aller frapper à cette porte-là. Deuxième, le fait que non pas seulement il y a eu cet engouement, mais il y a aussi pour certains la vraie disponibilité de pouvoir appuyer, accompagner les pays comme la RDC dans la mise en œuvre des ODD. Voilà au niveau mondial, au niveau international. Au niveau national, deux types d'opportunités. Tout le monde attend la sortie de crise, la mise en place d'autres institutions politiques plus légitimement crédibles qui peuvent engager les forces de la nation, les ressources de la nation dans une direction consensuelle de reconstruction ou de construction du pays. C'est une opportunité. Deuxième opportunité, toujours au niveau national, c'est le fait qu'on veut reformuler le PNSD, qui ne se veut pas qu'un plan. Il se veut d'abord une définition de la vision, de la stratégie et du plan pour les différentes échéances de mise en œuvre de la vision. Peut-être que cela peut être également une occasion d'insertion, mais de mobilisation des ressources. Voilà en résumé les défis en catégorie par nature, en série par nature, les opportunités au niveau national comme au niveau mondial, que le pays pourrait valablement saisir, les gouvernants comme la société à d'autres échelons, pourraient valablement saisir pour transformer les structures dont Daniel vient de parler, qui font qu'on peut aller de Kinshasa à
je ne sais pas moi, au Lualaba, en passant par l'Angola, ou on peut parler de Bukavu à Uvira en passant par le Rwanda, pour nous montrer que cette distorsion dans les structures économiques et géographiques du pays. Mais en sachant que la construction et des transformations et du devenir du pays que l'on veut dépend d'un leadership qui soit à la fois, qui rêve d'une société future différente, qui soit porteur de ce rêve dans sa réalisation et qui soit suffisamment fort pour résister, résister aux pressions pour la transformation des structures et intégrer les ODD en connaissant leurs limites dans le développement, dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Sinon, ce serait simplement continuer les incantations habituelles du monde international qui n'apportent rien de nouveau. Voilà, juste pour ouvrir la discussion, ce que je veux dire en complément de l'intervention de Daniel. Mon intervention sera axée principalement sur la coopération économique et commerciale sino-congolaise, que je subdivise en 3 points suivants. Premier point, évolution et état actuel de la collaboration économique et commerciale sino-congolaise. La deuxième, les principes de l'aide chinoise et son impact. La troisième, la joie et la proposition. Le premier, évolution et état actuel de la collaboration économique et commerciale entre la Chine et la RDC. Sans citer les grandes réalisations du passé, ces dernières années, nous témoignons un approfondissement continu des échanges bilatéraux dans les secteurs économiques et culturels, voire même politiques. Le secteur de collaboration économique sino-congolaise, noyau des relations bilatérales, s'étend et s'accroît constamment, malgré l'impact négatif enregistré pendant les périodes de crise financière et économique à l'échelle mondiale. Nos échanges commerciaux ont plutôt connu une croissance régulière. Selon le ministère du Commerce de la Chine, le premier semestre 2017 a connu un volume de commerce de l'ordre de 1,87 milliard dollars US entre nos deux pays, soit 7 fois plus qu'il y a 10 ans. En termes d'investissement, la collaboration sino-congolaise porte des fruits notables et importants. Plusieurs entreprises chinoises ont créé des sociétés en RDC. À titre d'exemple, dans le domaine de la prospection et de l'exploitation des minéraux. Ceci contribue aux recettes fiscales et génère les emplois. Dans la première moitié de 2017, le volume des investissements directs non financiers provenant de Chine représente 34,56 millions de dollars US en RDC, soit un progrès considérable par rapport aux 28,24 millions de dollars US enregistrés en juillet 2016. Toujours dans ce même registre, notre longue collaboration a permis à la RDC la dotation des infrastructures. Les entreprises chinoises ont construit des routes, des espaces publics, des réseaux d'eau potable et des immobiliers. En outre, la Chine a offert, selon sa capacité, une aide substantielle en faveur du développement de la RDC.
Nous avons procédé à la remise du bâtiment administratif à la partie congolaise le mois d'août 2017. Nos deux gouvernements ont signé en septembre 2017 les lettres échangées pour renouveler l'assistance technique au Palais du Peuple et au stade des Martyrs. Les aides chinoises en faveur de la RDC couvrent également les secteurs agricoles, par exemple le centre de démonstration des techniques agricoles, le secteur médical, par exemple l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, le centre anti-paludisme, et dans le secteur éducatif. Nous avons construit 3 écoles primaires rurales, pour ne citer que ça. Ces projets influencent tant sur le plan économique que social, marquant ainsi l'effectivité de la coopération sino-congolaise, basée sur le principe gagnant-gagnant. 2. Principe de l'aide chinoise et son impact. Ici, je me permets de m'étaler sur les principes directeurs des aides chinoises en Afrique, notamment en RDC, qui intéressent au plus au point cette circonstance particulière. Lors d'un entretien, un chercheur du ministère des Mines, M. Robert Nzamba Jumbumba, m'a dit « Les Chinois nous offrent des aides sans conditions assorties, qui favorisent bel et bien le peuple congolais. » Je pense que M. Nzamba a raison d'indiquer le point de départ et l'impact de l'aide chinoise en Afrique. Le gouvernement chinois apporte ces aides au bénéfice du peuple africain conformément au principe ci-après, proposé par son Excellence Monsieur le Président Xi Jinping, c'est-à-dire les sincérités, le pragmatisme, l'amitié et la franchise. Ces principes réunis en 4 mots incarnent la volonté ferme de l'Empire du Milieu de soutenir le développement africain à travers ses aides. De son côté, le peuple africain est profondément touché par la bonne foi chinoise qui privilège une relation d'égal à égal, amicale et gagnant-gagnant. En négociation entre la Chine et la RDC, dans la matérialisation du sommet de Johannesburg, les projets du Centre artistique et culturel des pays de l'Afrique centrale à Kinshasa en étude servira d'un bel exemple. Ce projet, basé à Kinshasa, a pour ambition de servir toute l'Afrique centrale, de former les talents et de renforcer surtout l'échange culturel entre la Chine et la RDC, voire la Chine et l'Afrique. Ce projet sera l'expression soutenue de sentiments du peuple chinois envers son homologue congolais dans leur richesse culturelle variée. Ces principes en quatre mots se concrétisent dans le pragmatisme et l'efficacité des aides chinoises, qui apportent des échanges palpables aux peuples africains. La formation des ressources humaines organisée par le gouvernement chinois illustre mieux et en constitue un préalable dans l'autonomie de l'Afrique. Pour être précis, jusqu'à la fin du mois de septembre 2017, un nombre de 1810 étudiants congolais ont bénéficié de formations variées en terre chinoise. Parmi eux, nous comptons des enseignants des écoles primaires, des sportifs de badminton, des experts agricoles, etc. Un expert du bureau de coordination des projets sino-congolais a dit « Le but
ultime des participants congolais doit être transformé, ce qui apprennent en Chine, et en constitue une contribution au développement de la RDC. À mon avis, cette contribution ne limite pas au développement de la RDC, mais doit s'étendre aussi au renforcement de l'amitié sino-congolaise, voire au développement de la communauté sino-africaine pour un destin commun. En 2018, nous allons augmenter le nombre de participants, rendre la formation plus ouverte aux personnes venant de secteurs plus divers, tout en privilégiant les femmes et les jeunes. Ici, j'en profite pour vous inviter à sensibiliser tous les candidats ayant la volonté de contribuer à l'émergence et de l'amitié sino-congolaise, en vue de la donner une impulsion nouvelle. Le troisième point, joie et proposition. Chers amis, ceci dit, comme vous pouvez le remarquer, le succès de notre collaboration est une conjonction d'efforts, de volonté et de détermination. Sachant que la collaboration sino-congolaise fait face encore aux défis à relever. Sur le plan mondial, les échanges commerciaux et les investissements stagnent. Le cours des matières premières fluctue, mettant une pression inouïe sur le développement économique africain. D'une part, il nous est joie de constater que les pays et les peuples africains n'ont pas reculé face aux difficultés. Ils n'hésitent pas à s'engager dans leur stratégie d'émergence. Certains pays ont accéléré leur industrialisation, leur urbanisation et leur intégration, incitant d'énormes investissements. D'autre part, j'ai suivi à des différentes occasions où les appels forts des officiels et chercheurs congolais qui préconisent l'augmentation des investissements dans le secteur manufacturier, dans celui de la transformation, en vue de rendre l'économie congolaise plus indépendante et plus compétitive. De son côté, la Chine est confrontée à une réforme d'innovation caractérisée par la valorisation de la consommation et des secteurs de services. En outre, l'initiative de la construction de la ceinture et la route, la collaboration internationale sur la capacité productive avance au rythme accéléré, fournissant ainsi des dividendes politiques et des forces dynamiques. La montée en gamme et la transformation de l'économie Chine-Afrique offrent de nouvelles opportunités à la collaboration économique sino-africaine. Avec les 10 grands projets de coopération dans le cadre du Forum Chine-Afrique, la Chine envisage de promouvoir la construction de l'Afrique et la RDC y compris bien sûr. À cet effet, je me permets 3 propositions suivantes. Premièrement, la Chine et la RDC devront mettre en œuvre de façon pertinente les ressources en fonction de leurs cibles respectives. Les pays africains diffèrent selon leurs conditions variées. Certains privilègent l'agriculture, d'autres mettent en priorité de l'industrie, et d'autres encore le secteur des services. La RDC est forte dans sa position géologique, dans la multiplicité de ses ressources naturelles énormes et au regard de sa démographie. La Chine et la RDC doivent vivre dans la complémentaire, tenant compte de leurs intérêts respectifs. Nos deux nations
dans leur collaboration, doivent financer les projets adaptés de manière à rentabiliser nos ressources. Deuxièmement, le pays de son Excellence Monsieur le Président Xi Jinping et celui de son Excellence Monsieur le Président Kabila doivent être pragmatiques en vue d'un développement intégral et durable. Les 10 grands projets de collaboration doivent se réaliser à travers des projets faisables, ce qui nécessite de mener des études de faisabilité, de discuter ensemble des modalités de financement et de fonctionnement par nos deux parties. Selon la base de la faisabilité économique et du développement durable, nous devons contrôler les risques de tout genre, notamment les nouveaux risques liés aux dettes et aux charges financières. Troisièmement, la Chine et la RDC devront s'approcher et multiplier leurs contacts aux différents niveaux. La collaboration ne peut s'avancer sans climat d'affaires favorable. Nous attendons de la partie congolaise une politique avantageuse, un climat d'affaires assaini, des soutiens et facilités en matière des échanges, de fiscal, de dédouanement et de sécurité en faveur des entreprises chinoises. Comme je viens de le mentionner, la partie chinoise envisage en contrepartie d'organiser des formations bilatérales et multilatérales afin de diversifier les moyens d'interface aux fonctionnaires, aux experts et aux chercheurs, de mettre en gamme le soft power congolais à la planification et la consultation. Pour terminer, je voudrais citer les propos de discours du président Xi Jinping lors du forum de Davos en Suisse le mois de janvier 2017. 2 points. Prenant pleinement conscience à l'apprêter en échange de la prospérité et la puissance, le peuple chinois invite en bras ouverts les peuples de tous les pays de prendre le train à grande vitesse du développement chinois. Fin de citation. La Chine et l'Afrique ont un passé similaire, les intérêts communs et la prospective prometteuse. Le développement de la Chine et de l'Afrique dépend des uns des autres. La Chine va poursuivre la collaboration programmatique avec la RDC dans le cadre du Forum de collaboration Chine-Afrique, afin de soutenir la RDC et son peuple à la recherche de la prospérité. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués et bien orientés, la collaboration économique sino-congolaise sera fructueuse sur le vieux continent africain. Je souhaite plein succès à ce colloque et je vous remercie. Nous avons l'honneur d'être invités par le colloque international sur les enjeux de coopération sino-africaine en République démocratique du Congo. Sur ce, nous présentons nos sincères remerciements à la commission du colloque. 刚果金位于非洲心脏地带，地大物博，自然资源丰富，人口红利优势明显，经济发展前景广阔，中港友谊源远流长。特别是近几年来，发展势头良好，互信不断增强，国际合作态势健康有序发展，经贸往来与民间交往呈现上升势头。在此坚实良好的友谊基础上，刚果金政府与中国企业集团于2008年4月22日签订了矿产开发和基础设施建设的合作协议，其中中钢合作的一揽子项目基建项目涵盖了道路、医院、自来水厂、体育场场馆等
基础设施建设，比如我们金沙萨的630大道、中钢50年医院、人民公广场、卡莱米体育场、卡米纳饮水等民生项目。一揽子基建项目，极大地改善了当地的民生、交通等基础设施条件，为当地创造和提供了更多的就业机会，惠及了多个省份的民众，同时培养了一大批技术工人，对改善当地居民的精神与物质生活条件，促进当地国民经济发展起到了积极的作用。La République démocratique du Congo se situe au cœur de l'Afrique. Elle est grande avec plein de trésors et des ressources naturelles. Elle a une grande population et un bon futur de développement économique. L'amitié sino-congolaise a une longue histoire, surtout au cours de ces dernières années, avec l'avènement du développement commercial basé sur une confiance mutuelle. La coopération sino-congolaise est en parfait état. Les échanges commerciaux entre les deux peuples sont en train de s'accroître davantage en vue d'une amitié stable. L'État congolais et le groupement des sociétés chinoises signent la convention de collaboration d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo le 22 août 2008. En effet, le programme sino-congolais se réalise à travers plusieurs domaines, à savoir les routes, les hôpitaux, la régie des eaux, les stades et d'autres constructions d'infrastructures. Par exemple, le boulevard du 30 juin, l'hôpital du Cinquantenaire, la place de Palais du Peuple, le stade Kalemi, le traitement d'eau à Gamina et d'autres projets sociaux. À ce jour, le programme sino-congolais améliore énormément les conditions sociales de vie, celles de transport et celles d'infrastructure. Il crée et offre plus de chances de travail à la population congolaise et les techniciens en République démocratique du Congo. Ils améliorent la condition de vie tant morale et physique des populations congolaises et postent le développement économique local. 截至目前，在钢中资企业协会注册的会员达30多家，涉及众多领域，每年解决就业或是惠及人口达几十万，都从不同程度的起到了中钢合作的桥梁和纽带作用。作为会长，我将一如既往地团结和带领中资企业发挥各自的优势，很好地完成合作项目，达到互惠互利的目的，传承和发展中钢友谊。Actuellement, en République démocratique du Congo, plus de 30 sociétés chinoises sont inscrites dans l'Association des entreprises chinoises sino-congolaises et œuvrent dans divers domaines. Il a lieu de noter que chaque année, ce programme sino-congolais résout le problème de l'emploi des Congolais, dont le nombre peut atteindre au moins de 100 000 Congolais. Cela prouve à suffisance qu'il y a réellement des avantages énormes dans cette coopération sino-congolaise. En ma qualité de directeur de l'association, je continue d'encadrer et orienter les sociétés chinoises à être davantage capables afin de mieux achever les travaux des projets, atteindre l'objectif et de pérenniser l'amitié sino-congolaise. 由我公司承建及筹划中的基建项目分布在刚果金11个省份、22个城市。我们也将把专业技能的优势
贡献到项目中，贡献到刚果金重振复兴中。 Les projets dont s'occupe particulièrement notre société se réalisent dans 11 provinces et dans 22 villes de la République démocratique du Congo. Dans la réalisation de ces projets, nous allons mettre en œuvre nos spécialités et compétences au profil de la reconstruction de la République démocratique du Congo. 同时，希望中刚合作一揽的项目及项目得到刚果金政府及社会各层面的大力支持和理解，这也是所有中资企业和华人华侨的心声。创造良好的外部环境，惩治诸如抢劫、偷盗等违法犯罪行为，为中资企业员工提供安全的施工环境和必要的安全保护，保护好中刚友谊的成果。 中刚合作的基建项目等。 Cependant, j'espère que le programme sino-congolais devra être appuyé par les Congolais de tous les niveaux ainsi que par l'État congolais. C'est les vœux de toutes les sociétés chinoises et peuples chinois qui militent à la création d'un bon environnement extérieur au fin de sanctionner les contraventions comme les vols, de créer une bonne sécurité des travaux, une protection nécessaire des agents des sociétés chinoises et de protéger le fruit, les projets d'infrastructure sino-congolaises. 在结束致辞之前，我想再次诚挚表示，对于能够参与到刚果金的现代化建设，我感到无上的光荣。希望中刚友谊长存，为刚果金的基础设施建设和中刚两国的友谊贡献力量。 Pour conclure, je voudrais encore exprimer mon honneur de participer tant à la construction et qu'à la reconstruction moderne de la République démocratique du Congo. Je promets de consentir tous mes efforts pour réalisation de tous ces projets de construction d'infrastructures et souhaite que l'amitié sino-congolaise dure à toujours. Merci. Merci. Les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique sont liés amicaux importants entre les deux parties. En juin 2012, Pékin avait accueilli le forum de coopération Chine-Afrique des ministres de culture des deux parties. 45 ministres de culture des pays africains et leurs représentants ont participé à ce forum, adopté la déclaration de Pékin qui planifie le développement des relations culturelles entre la Chine et l'Afrique. À partir de 2012, 14 provinces chinoises avaient fait le jumelage avec plus de 26 pays africains et plus de 100 activités culturelles avaient été organisées avec succès. Dans le cadre des échanges culturels, chaque année, le gouvernement chinois envoie environ 10 troupes artistiques chinois en Afrique et accueille environ 10 troupes africaines en Chine. De nos jours, le gouvernement chinois a aussi créé des liens culturels plus proches avec les peuples d'Afrique par l'implantation des centres culturels chinois dans 5 pays africains, notamment le Bénin, la Tanzanie, l'île Maurice, le Nigeria et l'Égypte. Le centre culturel chinois au Sénégal est en cours de construction. Durant la dernière décennie, selon les statistiques du ministère de Culture en Chine, à peu près 155
troupes d'artistes chinois sont arrivés en Afrique pour faire des spectacles. La Chine a également accueilli 210 troupes africaines venues pour la visiter. Nous avons organisé 45 expositions d'art chinois en Afrique et reçu 19 expositions d'art africain en Chine. On compte aussi 73 visites d'échanges culturels des Chinois en Afrique et 49 visites d'échanges des Africains en Chine. Plus de 500 personnes venues des pays africains sont arrivées en Chine pour suivre les formations d'artistes organisées par le gouvernement chinois. Au sommet des chefs d'État du Forum de la coopération Chine-Afrique en 2015, le président Xi Jinping avait rejoint les chefs d'État et de gouvernement africains à Johannesburg pour discuter des développements des relations sino-africaines et fixer une nouvelle direction pour une coopération approfondie entre la Chine et l'Afrique. Que faut-il faire pour inclure la RDC dans la ceinture de l'innovation? C'est le rôle de la soie couplé d'une voie maritime, qu'en Chine on appelle la ceinture de l'innovation. Comment faire? Deuxième préoccupation qui est apparue, c'est le type de coopération pour prévenir les conflits et promouvoir la coopération régionale tout en luttant contre les guerres asymétriques. Et enfin, comment bâtir une confiance mutuelle entre nos deux États ou nos deux peuples. Donc sur ça, j'ai articulé mon propos sur ces 3 points, mais en tout cas ramassant rapidement, en utilisant d'abord 2 cartes. La première, c'est celle-ci qui est exposée. Cette carte ici, cette carte représente plus ou moins le plan de coopération Chine-Union africaine pour l'intégration du continent. En quoi consiste-t-elle? En fait, nous avons 3 grandes lignes qui vont du nord au sud. C'est en fait des autoroutes doublées de voies ferroviaires qui partent du Caire, là, jusque quelque part Port Elizabeth. Une deuxième qui part de Tripoli jusqu'à Cape Town, quelque part ici, et une troisième qui part là d'Alger et finit du côté de Lagos. Autoroute verticale du nord au sud pour connecter le continent. Et 6 autres autoroutes qui partent de l'est à l'ouest. La première qui part du Caire fait le tour du continent jusqu'à Dakar. La deuxième qui part de Djibouti, là, connecte avec Addis Abeba, rejoint Dakar. Vraiment, c'est la transsahélienne. La troisième, à la fois de Mombasa et, je ne sais plus, de Lamou, traverse toute l'Afrique de l'Est pour venir également à Lagos. Et puis, Dar es Salaam jusqu'à Luanda. Et ici, je crois que c'est, je très bien, c'est Maputo jusqu'à Luanda. Et également ici, Port Elizabeth jusqu'à Windhoek. Et puis, toute la partie Afrique australe. Bref, 4 autoroutes doublées de voies ferroviaires, 3 du nord au sud et 6 de l'est à l'ouest. La particularité de cette carte, qui est en fait une carte conçue, imaginée autour de l'intégration du continent africain, c'est de voir que 3 de ces voies traversent les territoires congolais. D'où cette notion de territoire stratégique, position stratégique et ainsi de suite, autour de l'intégration.
Ma réflexion est de dire que ces 3 autoroutes traversant notre territoire, de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, dessinent une certaine cohérence globale du continent. Cohérence globale du continent, son intégration en tant que continent lui-même. Premièrement. Deuxièmement, si nous regardons une deuxième carte que je pourrais superposer à celle-ci, mais dessinant la carte de la RDC, je demande aux techniciens de m'aider un peu là-dessus, nous allons pouvoir analyser un certain nombre d'éléments qui dessinent plus ou moins l'incohérence du territoire congolais vis-à-vis de cette intégration. Cette carte, elle est à peu près celle-ci. Elle date d'environ 10 ans, mais en fait n'a pas beaucoup changé. C'est les territoires congolais vu du point de vue plutôt de routes asphaltées. Les territoires congolais vus du point de vue de routes asphaltées. La première, elle est là, part du côté de Matadi, s'arrête à Kinshasa, continue un peu. Elle a été prolongée un peu, hein, donc elle va jusque-là. La deuxième, c'est une sorte de cul-de-sac. Et puis la troisième qui part quelque part de Lubumbashi a été continuée du côté de Kolwezi. Et puis quelques bribes là, entre le nord Kivu et le sud Kivu, qui contournent un peu, mais en fait qui s'arrêtent en quelque part. Bref, nous regardons que notre territoire en termes de praticabilité de routes, d'infrastructures, parce que je reviendrai là-dessus, l'infrastructure en termes de construction de la paix et en termes d'intégration régionale ou d'intégration d'un pays, d'un continent, nous pose problème. Si nous superposons la carte précédente à celle-ci, nous voyons que nous allons traverser, notre pays sera traversé par ces trois voies, mais en fait, il n'y a pas d'interconnexion de l'intégration africaine à l'intégration du pays vis-à-vis de ce continent. Ceci est pour nous une préoccupation particulière, c'est-à-dire, lorsque nous réfléchissons infrastructure sur le territoire congolais, est-ce que nous intégrons le Congo dans l'ensemble africain? Oui ou non? Et comment, dans cette cohérence, nous devons le faire? Ça, c'est ma première analyse pour répondre à la question comment nous intégrons la ceinture de la soie. La première carte donc, qui était là-dedans, elle est en fait une carte intégrée de la continuité de la route de la soie que M. l'attaché culturel a défini ce matin, qui partent de quelque part en Chine, de Yiwu jusqu'à Amsterdam par exemple, et une voie maritime qui part de la Chine jusqu'à Djibouti par exemple. Et ces deux voies, de Djibouti et du Caire, ces deux voies se connectent justement et connectent l'Afrique au grand commerce international du point de vue de la Chine. Et c'est très important d'avoir cette géopolitique-là d'intégration du continent vis-à-vis de cela. Donc, nos deux cartes-là, mises ensemble, nous dessinent l'incohérence sur laquelle la discontinuité du territoire congolais, son impraticabilité en termes de pratique. Un territoire, ça ne se survole pas pour le vivre. Ça se pratique en marchant dessus, en touchant le sol. Donc concrètement, si je me décide de partir de Kinshasa à Lubumbashi, la première solution à laquelle je pense, c'est de prendre l'avion. Donc en fait, je survole tout ce qui se passe entre Kinshasa et Lubumbashi. Je ne pratique pas le territoire. Je ne rencontre pas les défis ou les enjeux qui se passent sur ces territoires, dont les opportunités éventuellement, dont les défis. Voilà. Et ça, c'est important en termes du vécu d'un territoire, en termes du vécu d'un peuple et de cette conscience, et ainsi de suite. La deuxième préoccupation, je fais rapidement pour coller aussi au temps qui m'a été imparti, les minutes, c'est l'idée de la culture de la paix. Nous avons beaucoup parlé de la culture depuis hier, en termes d'expression d'un peuple. Mais je prends aussi l'autre dimension de la culture qui vient du cultiver. Culture qui vient de cultiver, ça veut dire en fait en termes d'un peuple, c'est l'éducation. L'éducation. Dans
dans les exposés d'hier et de ce matin, en tout cas, on a beaucoup parlé de la coopération entre nos deux États. Et je voudrais faire une toute petite vraiment une synthèse de ce que j'ai appris de mes différents séjours en Chine. Et ces domaines scientifiques, au-delà vraiment de tout ce qui peut être matériel, pour moi, doivent être étendus sur ce qui concerne la construction de la paix. Pour moi, la définition de la paix est toute simple. Ce n'est pas nécessairement de résoudre le problème d'une guerre. Mais la paix commence déjà entre les hommes, dans la relation de confiance qu'on s'établit entre les hommes. Comment nos deux peuples, comment nos deux pays, ou comment la RDC peut contribuer, dans sa coopération avec la Chine, à résoudre ce problème que M. le ministre avait posé hier, de prévenir les conflits et de promouvoir la coopération. En revenant donc sur ces deux expériences-là, cette carte, ou ces deux cartes, mais également de ce plan de coopération 20+20 ouvert entre la Chine et l'Union africaine, nous pouvons émettre l'idée que les formations ou les enseignements ou les connaissances sur la construction de confiance mutuelle, qu'elles soient traditionnelles, de nos sociétés traditionnelles, mais également de nos États modernes, mais issus de cultures africaines, elles peuvent être formulées en termes de construction de la paix. Quelqu'un m'a dit en Chine, mais si nous analysons l'histoire politique récente de l'Afrique, le Congo est le pays qui a produit le plus de dialogue. Le plus de dialogue. Au-delà des résultats que ça donne, qui peuvent être contestés, contestables, je n'en sais rien, mais c'est l'exercice du dialogue. C'est le processus du dialogue, je crois. Qu'est-ce que nous avons tiré, nous, Congolais, comme expérience concrète de ce dialogue, de ce processus du dialogue? Comment les analysons-nous? Pourquoi n'aboutissent-ils pas? On peut s'en passer. Pourquoi n'aboutissent-ils pas? Ou qu'est-ce qui devait être fait pour qu'ils aboutissent à des résolutions qu'on devrait mettre en place? Cet exercice-là, pour moi, est très très important en termes de la connaissance de mise en place de processus ou de méthodes. Et ces matières, à mon avis, je le convoque dans la construction de la coopération dans le domaine de l'éducation et des recherches scientifiques. Dernier point, très très brièvement, sur la construction de la paix, post-conflit par exemple. En revenant sur l'idée que la RDC est un pays carrefour, position stratégique, nous devons peut-être avoir en mémoire ou en esprit que la RDC est aussi un pays africain qui contribue au plan dit de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, la fameuse APSA. Oui. En tant que pays stratège ou stratégique, avec sa position là-dedans, nous devons nous imaginer, nous devons poser la question, comment cette position stratégique, nous la mettons en œuvre, nous la valorisons. Il ne suffit pas de se contenter d'être la position géographique, mais comment on la cultive, comment on la met en valeur, comment on provoque la position stratégique et on la met en valeur là-dessus. Et j'ai un peu l'avantage ici d'avoir cette casquette-là, comme monsieur le président de la séance, enfin le modérateur de la séance m'a présenté, animant un département en même temps de formation au Collège de hautes études de la stratégie et de la défense. Cette initiative purement congolaise, hein, qui fonctionne depuis 2016, qui est en train de préparer la formation de la 3e promotion des généraux et congolais, et colonels congolais et d'Afrique centrale, est pour nous une contribution substantielle à l'APSA, à l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. Parce qu'en fait, elle a l'ambition de former de hauts commandeurs des armées pour les interventions
d'abord internationale de l'Union africaine et de l'ONU, mais surtout en termes d'une institution frappée du label de l'excellence de l'Union africaine. La RDC peut avoir l'orgueil de dire c'est la seule pour l'instant qui existe en Afrique. Et c'est une réponse peut-être déjà à cette position stratégique dont nous réclamons, dont nous sommes fiers. Nous ne devons pas nous contenter d'être position stratégique, d'avoir des ressources, d'avoir le potentiel. Parfois, je me révolte sur l'idée nous sommes pays riches. On ne l'est pas. On a le potentiel d'être riche. Mais il faut transformer ce potentiel en réalité, en capacité. Finalement, comment la coopération avec la Chine peut nous sortir de l'idée d'un État en position stratégique vers un État réellement stratégique? Comment nous mettons en phase les défis congolais? Bref, nous devons tirer l'avantage de la comparaison, quelqu'un l'a dit ce matin, du modèle, entre guillemets, chinois de développement, qui en fait, si on analyse très très fortement, a défié le modèle de développement tel qu'on le connaît à l'occidental. C'est la première fois que Congolais et Chinois débattent. Et je suis parti de deux situations pour faire mon texte. D'abord, pour ceux qui connaissent Kinshasa, le Congo, il y a eu un grand débat ici sur ce qu'on appelle le contrat chinois. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas l'air de marcher. Et ça m'a inspiré aussi à faire ce texte. Et deuxième élément, je viens de la Chine. Et là, on a assisté à la mise en place d'un centre des médias pour soutenir l'initiative Une ceinture et une route. Et ce qui m'a frappé, on était à peu près 30 Africains, donc c'était le monde entier. On a mis en place donc, un think tank. Dans ce think tank, je n'ai vu que des Européens et des Américains, et quelques Arabes. Je n'ai vu aucun Noir, aucun Africain, aucun think tank africain, je dis noir. L'autre élément, on a mis en place encore le centre pour les médias. Dans ces médias, il y a eu seulement un Nigérian qui a pris parole, curieusement, il n'a parlé du Nigeria. Ça m'a beaucoup frappé, j'en ai parlé avec mes frères africains pour les dire, ou bien on saisit cette occasion avec la Chine, ou bien on est perdu. Et pour arriver à faire encore mon texte, j'ai eu la chance en Chine, le mois passé, d'avoir ce livre, l'initiative Une ceinture et une route, ce que l'ascension chinoise apportera au monde, publié cette année. Il y a aussi un autre ouvrage, Interprétation de nouvelles notions diplomatiques de la Chine. Donc j'ai voulu voir qu'est-ce que les Chinois pensent, que se réfère toujours aux documents européens très souvent, écrits avec beaucoup de complaisance. Donc mon intervention porte sur un partenariat stratégique global entre la Chine et l'Afrique. Je préfère parler d'abord de l'Afrique et à la fin je parlerai du Congo pour qu'on en fasse ce débat. Vous savez, grâce aux inventions chinoises, la boussole, la poudre à canon et l'imprimerie, l'Europe a acquis l'impressionnante puissance qui lui a permis de dominer l'Afrique depuis le XVe siècle jusqu'à ce jour. Bien entendu, avec la complicité de certaines élites africaines. Cette domination s'exerce encore par la mise en place d'un système capitaliste de prédation ayant causé des ravages sur les populations africaines. Esclavage, traite négrière, colonisation et aujourd'hui la néocolonisation. Mais ce qui est paradoxal, c'est de voir que les Chinois, qui sont détenteurs de ces trois inventions, n'ont jamais pensé à coloniser les Africains, alors que les Chinois étaient les premiers à entrer en contact avec l'Afrique. Pour quelles raisons? Les Chinois qui avaient, je dirais un peu, la puissance maritime et la puissance commerciale, qui produisaient à peu près les 2/3 des richesses mondiales, pourquoi n'ont pas eu à coloniser l'Afrique? Pourquoi l'Europe l'a fait? Je pense que c'est un débat d'historiens que l'on doit faire pour savoir pourquoi on a été battu et vaincu par l'Occident. Quelles sont les causes? Aujourd'hui, 5 siècles après la domination de l'Afrique par l'Occident,
et 2 siècles d'absence de l'Empire du Milieu sur la scène mondiale, une nouvelle période s'ouvre. L'heure de l'émergence de la Chine comme puissance économique mondiale. La Chine est aujourd'hui productrice d'ordre du jour, des mécanismes d'idées, plutôt qu'un passager clandestin de systèmes internationaux menés par les États-Unis d'Amérique, en particulier l'OMC, et elle invite même l'Asie, l'Afrique et l'Europe à profiter de son avance rapide. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Wang qui a écrit dans son ouvrage intitulé « Initiative, une ceinture et une route », ce que la sanction chinoise apportera au monde, publié aux éditions New World Press en 2017. Depuis 2013, sous la direction du président Xi Jinping, la Chine a en effet proposé la grande initiative « Une ceinture et une route » pour corriger la mondialisation à l'américaine, actuellement à bout de souffle. Ce projet chinois a comme objectif la mise en place d'une mondialisation inclusive, une coordination en matière de politique, une interconnexion des infrastructures, une facilitation du commerce, une intégration financière et une compréhension mutuelle des peuples. Déjà, l'Europe a adhéré à cette initiative, une ceinture et une route, dans le cadre d'une communauté d'intérêts. Avec la Chine, l'Union européenne a signé au mois de mars 2014 la déclaration commune sur l'approfondissement du partenariat stratégique global Union européenne-Chine pour un bénéfice mutuel. Quant à l'Afrique, qui, selon la vision chinoise, devrait constituer une communauté de responsabilité, son adhésion à l'initiative Une ceinture, une route se déroule sans coordination et sans vision claire sur les projets africains à proposer à l'initiative chinoise. En effet, chaque pays africain roule pour ses propres intérêts. Cela en faisant fausse lecture de la nouvelle dynamique des relations internationales. Cette fausse lecture consiste à opposer, dans une confrontation nouvelle, mortelle, la Chine à l'Occident. En réalité, la Chine ne suivra pas les pas des puissances occidentales sur les chemins d'expansionnisme, de conflits et de colonisation. Elle ne poursuivra pas la voie erronée du combat contre la suprématie américaine. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Wang Yiwei, qui est chinois. La Chine et l'Occident sont en compétition, coopération et non en confrontation. D'ailleurs, la Chine a beaucoup plus investi en Europe qu'en Afrique, en Occident, contrairement aux fausses analyses occidentales sur la recolonisation de l'Afrique par la Chine. Donc, il y a eu des écrivains français qui ont publié des ouvrages, les premiers sur la Chine à l'assaut offensif chinoise en Europe, et l'autre sur la Chine, les banquiers du monde. Ils ont démontré que la plupart des investissements chinois sont en Europe, en Occident, et en Afrique, il y a un petit nombre d'investissements qu'ils ont fait. Mais généralement, quand on entend les discours de nos amis européens, c'est dire que c'est avec la Chine on va vous recoloniser. Cette initiative, Une ceinture et une route, est une opportunité unique qui s'offre dans l'histoire de l'Afrique. L'Union africaine doit profiter du principe de tous les participants sont égaux pour signer un partenariat stratégique global avec la Chine dans tous les domaines, politiques, économiques, militaires, culturels et scientifiques. Cela signifie que tous les grands projets panafricains doivent être conçus et coordonnés par l'Union africaine en complémentarité avec les projets nationaux pour contribuer à l'intégration africaine. Telle est la seule façon et la meilleure pour l'Afrique d'échapper à la malédiction néolibérale qui lui est imposée par l'Occident et prendre son destin à main. Si tel n'est pas le cas, une hypothèse est envisageable. Face à l'inexistence d'un projet africain porté par des Africains, dans la perspective de l'initiative Ceinture et une route, la Chine sera obligée de coopérer avec les anciennes puissances coloniales européennes pour investir en Afrique, comme c'est le cas actuellement.
c'est actuellement le cas en Afrique de l'Ouest. Il faut relever à ce sujet que dans l'objectif de former une identité commune des peuples euro-asiatiques, repositionnement le continent euro-asiatique au centre de la civilisation humaine, l'Afrique n'est qu'un acteur mineur, géopolitiquement parlant, et ne peut vraiment compter dans l'ordre mondial du monde qui est en train de naître si elle ne s'unit pas et construit une même grande vision de l'avenir. Si la Banque chinoise de développement a mis sur pied en 2015 les forums Investir en Afrique, c'est parce que la Chine a compris que les Africains eux-mêmes ne songent pas à s'unir et à se valoriser ensemble pour peser avec force dans le monde. Ce qu'il convient de mettre en lumière, c'est ceci. Si l'Afrique ne signe pas un partenariat stratégique global avec la Chine aujourd'hui, le continent noir risque de louper une chance pour prendre part à la géopolitique mondiale comme acteur. Quant aux relations sino-congolaises, certains partenaires occidentaux estiment que la RDC, leur plate-bande, hérité des accords de Berlin en 1885 lors du partage de l'Afrique. Je pense et j'estime qu'il est temps que nos partenaires comprennent que le temps des aventures de Tintin au Congo est révolu. Et par conséquent, la RDC doit signer un partenariat stratégique avec la Chine à n'importe quel prix. Parce qu'il faut se préparer. Quand on voit ce qui s'est passé dans le passé, la guerre à l'Est, qui a fait 6 millions de morts ici, ça a été déclenché pour empêcher la Chine d'avoir l'accès aux matières premières. Elle est contente de la négocier. Et donc, il faudrait que les Congolais s'organisent et comprennent. Tout est question de rapport de force. Il faut qu'on change nos manières de voir le monde. Le monde est trop violent. Et on est en train de connaître l'imitation mondiale entre les grandes puissances et les anciennes puissances. Ce qui émerge. Les grandes puissances et les puissances émergentes. Et parmi les puissances émergentes, il y a la Chine. Et selon certains politologues américains, d'ici peu, la Chine prendra la tête. Mais il ne faudrait pas que le Congo et l'Afrique soient encore les marchepieds des puissances occidentales et européennes. Qu'on se méfie de ces discours-là. Je pense qu'on doit se prendre en charge et nous imposer. Si on veut nous faire la guerre, il faut qu'on soit capable de faire cette guerre, parce que quand nous allons la gagner, nous serons indépendants. Si nous ne voulons pas faire cette guerre-là, on va nous faire esclaves ici, sur notre propre continent. C'est la vérité qu'il faut dire à tout le monde. On ne marche plus les mots. Nos parents ont été vendus. Aujourd'hui, on a eu la chance d'accéder à l'école l'école des Blancs, l'école moderne. L'histoire ne peut plus se répéter. Il faut dire à nos amis occidentaux très clairement. Ceux qui sont dans la salle me comprennent. L'histoire ne va plus se répéter. Le Congo est debout, il sera debout, et l'Afrique sera debout. Tout est question de rapport de force. Nous devons créer ces rapports pour qu'on commence à peser dans ce monde violent. Malheureusement, on a une culture d'esclaves. On pleure toujours. On pense que les anciens bourreaux viendront nous sauver. Je vous remercie. Merci. Le Congo doit être debout. Je pense que je résume ce que vous avez voulu bien nous démontrer en disant que voilà, il est temps que nous puissions être debout et que nous ne continuions pas à être les marchepieds des autres. Voilà. Merci beaucoup pour le temps, parce qu'il nous reste effectivement 30 minutes pour le débat. Alors pour une fois, nous allons commencer par ma gauche. Après le sommet de Johannesburg, il y a eu une fourchette financière de 660 milliards de dollars que la Chine devait donner aux pays africains. Nous, à Tamizan, nous sommes arrivés à une fourchette financière de 7 milliards de dollars. Lui-même l'a dit hier. Et jusqu'à aujourd'hui, nous tendons vers la fin de l'année, cet argent, on n'en a jamais bénéficié. Faute d'une étude de faisabilité. Moi qui vous représente, parfois je quitte même les salles parce que à chaque fois, je suis gêné de n'avoir pas répondu. Et la Chine, les bonnes relations que nous avons, la coopération adulte que nous avons, que j'estime adulte parce que vraiment c'est gagnant-gagnant,
Ce n'est pas là où nous avons le dialogue ou la coopération des sourds, mais là, on n'arrive pas à répondre à nos amis parce qu'il n'y a pas un plan. J'aurais bien voulu, monsieur le modérateur, que à la fin de ces assises, si on peut arriver à orienter notre gouvernement ou les aider à trouver ne fût-ce qu'un bureau qui peut nous aider à terminer ces études de faisabilité pour que nous puissions obtenir les 7 milliards qui traînent et que nous ne sommes pas dans la capacité de pouvoir les obtenir. Je dis et je vous remercie. Tout a été dit, mais je vais ajouter une chose, surtout à l'intention des professeurs, excusez-moi, surtout professeurs d'université, ce n'est pas seulement professeur aussi là. Il est dit souvent, nous n'avons pas de plan, nous n'avons pas de vision, c'est vrai. Mais je voudrais aussi nuancer. De nombreuses études ont été réalisées, surtout des études de planification et de développement de notre pays. Rappelez-vous le bureau d'études SICAI, Société Italo-Congolaise pour l'aménagement industriel, qui s'est transformée en Société Italo-Congolaise pour l'aménagement d'Inga. Ensuite, il y a eu le 16, Service d'études du Zaïre, transformé en Service présidentiel d'études. Il y a énormément des études qui ont été faites. Il est vrai qu'il y manque des études de faisabilité de projets. Des études d'identification existent, mais des études de projets spécifiques manquent. Première observation. Deuxième observation. Là, je m'adresse au Congolais. Dans chaque rue ici à Kinshasa, c'est pas quartier, je veux dire, peut-être même dans chaque rue, il y a une église. Alors, je fais référence à Dieu. Dieu a commencé à créer le monde par l'électricité. Très souvent, on se trompe de priorité. Dans les infrastructures, que ce soit en Chine, que ce soit... J'ai étudié le système énergétique américain. Maintenant, je suis en train de regarder ce qui se fait en Chine. C'est la même chose. Je vous assure que c'est une priorité de priorité, l'électricité. Dieu a commencé par là. Et ici, c'est le secteur qui est le plus négligé. Vous allez faire de la route, mais pour faire des routes, vous avez besoin des engins, vous avez besoin des pelles, tout ça, vous allez le fabriquer avec quoi, si vous n'avez pas d'électricité. Donc, je voudrais qu'il y ait une priorisation des infrastructures à créer. Et les infrastructures énergétiques, électriques, ne sont les plus grandes infrastructures, coûtent très très cher, c'est pour ça qu'on a libéralisé le secteur, mais les infrastructures pour la population, je veux dire des microcentrales, et pour les industries de transformation manufacturière, ce sont des centrales de moyenne puissance. Le Congo est capable, les Congolais sont capables de le faire. Donc, si l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve au Congo, l'Afrique qui a la forme de revolver, la gâchette énergétique se trouve au Congo, particulièrement avec le projet Grand Yinga de Genève.